Si on vous interroge ce soir, c'est parce que vous avez décroché la première place lors des championnats régionaux de bodybuilding qui se sont déroulés aux États-Unis le 22 avril dernier en Floride. Comment en êtes-vous arrivé à ce niveau? Ben, c'est avec foi, passion et amour du sport. J'ai commencé en fait en salle avec un hobby, c'est juste le fitness. Et au fur et à mesure, je me suis intéressée à la partie musculation. J'ai vu des résultats sur mon physique que je n'avais jamais vu auparavant de ma vie. J'ai aimé ça et ça a naturellement découlé vers la compétition sportive, bodybuilding. Mais qu'est-ce qui a été le déclic? Parce que vous n'avez pas toujours effectivement fait du bodybuilding. Vous avez été peut-être sportive dans votre enfance. Mais qu'est-ce qu'il y a eu? C'est quoi le déclic? Comment on est une femme en Martinique et on devient tout d'un coup, surtout dans le bodybuilding, c'est pas forcément une discipline qui est beaucoup pratiquée en Martinique. Effectivement, il y a beaucoup de personnes qui vont en salle pour s'entretenir, pour garder la forme, mais c'est vrai que le bodybuilding, c'est une discipline à part, qui se fait aussi en salle, qui se prépare en salle, mais c'est vraiment avec un programme beaucoup plus discipliné et drastique. Donc, qu'est-ce qui m'a poussé à aller de ce côté, j'ai envie de dire, de la pratique du sport que j'avais déjà depuis des années? Euh, je crois tout simplement, quand je suis devenue coach, que je me suis intéressée en fait à la partie professionnelle de ce que j'aime. Donc, que ce soit au niveau de mon entraînement propre, je me suis d'abord formée pour pouvoir m'entraîner de manière beaucoup plus assidue, en sachant exactement ce que je faisais. Et à côté de ça, avec les résultats que j'ai eus, je me suis intéressée à la discipline en tant que professionnelle, c'est-à-dire le bodybuilding de compétition. Ce passage-là s'est fait juste parce que j'ai trouvé que j'ai des résultats qui sont vraiment beaux. Donc, c'est vraiment par passion. Qu'est-ce qui fait qu'une femme en Martinique s'intéresse au bodybuilding? Euh, C'était ma question, oui. voilà, c'est l'amour en fait l'amour du sport en lui-même, l'amour de la salle, aussi de voir des résultats. Et je le répète, c'est très important. Le bodybuilding est une discipline très difficile parce qu'il y a beaucoup de restrictions, il y a beaucoup de sacrifices. Je parle aussi nutritionnels et aussi des sacrifices de vie. Mais c'est quand on voit le résultat sur le physique et qu'on aime, ça n'a pas de prix. Et c'est vraiment ce qui m'a poussée en tant que femme à aller vers cette discipline en particulier. C'est vraiment une discipline qui met le physique en avant. C'est vraiment sur le physique que tous les critères vont se jouer. Donc voilà, quelqu'un qui a des objectifs en termes de, qui aime avoir voilà ce type de physique, ben c'est en tout cas pour ma part ce qui m'a vraiment poussé vers la discipline de compétition. Quels sont ces sacrifices dont vous parlez, Soli Mazo? Alors, ils sont à plusieurs niveaux. Je vais vraiment donner les sacrifices qui pèsent, on va dire, le plus, mais il y en a à tous les niveaux. Le premier sacrifice, c'est vraiment au niveau nutritionnel, d'accord? Quand on est en compétition, il y a vraiment une discipline qui rentre en jeu pour être sûr d'avoir le résultat escompté par rapport à ce qu'on veut, à comment on veut paraître sur scène. Il faut comprendre que c'est un physique qui ne dure pas. Donc, tous ces sacrifices-là sont vraiment pour pouvoir avoir cette illusion, j'ai envie de dire, sur scène de quelques heures, mais ça passe par des sacrifices nutritionnels avant tout, avec la pesée des aliments, avec le choix des aliments. Bien sûr, tous ces critères de portion nous obligent en fait euh, à revoir en fait toute notre organisation en termes de vie. Si on est invité, si on accepte des invitations ou pas, parce qu'on voilà, on ne sera pas capable de entre guillemets se faire plaisir ou de manger peut-être des portions que tout le monde pourrait comprendre. Donc tout ça vraiment nous donne une vie ou un style de vie particulier et c'est là où effectivement rentre en jeu les sacrifices en fait que Vous, nous vous- sommes. vous êtes en train de me dire que vous n'êtes qu'illusion? C'est-à-dire que oui et non. Euh, un physique de bodybuilder s'entretient. Ce serait
utopique de croire qu'on a ce physique-là, comme cela, à vie, sans, j'ai envie de dire, faire plus que cela. Non, il faut comprendre qu'un physique de bodybuilder est vraiment temporaire. Il y a tout un schéma qui se met en place de préparation, en général 3 mois, ça dépend, 6 mois. Pour certains, ça peut être même 1 an de préparation avant le jour J. Ça veut dire une date butoir, la date de la compétition. Bon, Robert, vous êtes allé avec, en Guadeloupe avec Oui, Robert Edjarov, c'est ça? oui, mon Il n'y a coach. pas de, voilà, il n'y a pas de préparateur physique ou de coach en Martinique? En fait, j'ai commencé ma préparation ma première compétition il y a quelques années de cela. Et Robert était encore en Martinique à cette époque et on a commencé les entraînements ici. Donc, il m'a suivi sur des années et il était naturel pour moi aujourd'hui de le suivre en Guadeloupe, là où il habite maintenant, pour pouvoir me préparer convenablement pour la compétition à laquelle j'ai participé en avril. Justement, quand on présente ce titre pour vous, Soli Mazo, parce que se confronter aux États-Unis par rapport à une intelligentsia sportive d'excellence, hein, ça n'a pas dû être évident. Hmm. Ben, en fait, on se sent la Martiniquaise qui arrive aux États-Unis, la Caribéenne qui arrive à Miami et en même C'était temps dans ce c'était- milieu. c'était une première pour vous. À Orlando, c'était la première, oui. C'est la première fois que j'allais à Orlando en compétition. Rapidement, on se démarque. On a un physique très particulier, en fait, effectivement, de génétique déjà, de par la génétique. Et à côté de ça, bien sûr, il y a tout l'entraînement qui a été, finalement, qui a payé, hein, et avec tous les sacrifices, comme je disais, qui finalement ont donné d'excellents résultats sur scène. Vous évoluez dans une catégorie bikini, c'est cela? Bikini. Ça veut dire quoi? Bikini, c'est une catégorie où on va juger en fait la définition musculaire, mais non pas l'hypertrophie par rapport aux autres catégories de bodybuilding où effectivement on va chercher vraiment à avoir les muscles les plus développés par rapport aux autres. La catégorie bikini reste vraiment la catégorie d'entrée dans les compétitions de bodybuilding pour les femmes. Et c'est vraiment une catégorie où la définition musculaire, proportion, symétrie rentre en jeu. Les abdos doivent être apparents, dessinés, mais pas trop apparents en fait. C'est vraiment ce type de critères. Et qu'est-ce qui a fait la différence selon vous, justement, aux États-Unis, à Orlando? Les juges ont particulièrement apprécié quoi? Votre taille fine, très marquée, on l'a vu on le voit sur les images. Votre qualité musculaire, une fois de plus. Qu'est-ce qui a fait la différence selon vous? Et puis, le naturel, j'ai envie de dire. Il y a, voilà, un côté très naturel quand on vient, pour moi, voilà, de l'étranger. Je suis arrivée en fait avec un style de posing que j'ai développé personnellement pour cette compétition qui était différente. C'était différent de ceux qu'ils avaient l'habitude de voir. Donc, je jouais ma carte, on va dire, et c'est passé. Voilà, c'est passé. Donc, c'est différent et en même temps, c'est naturel de ce qu'ils avaient l'habitude de voir. Il y a le physique, mais il y a aussi la présentation qui compte pour beaucoup. Ça veut dire comment on va présenter ce physique devant les juges. Il y a bien sûr des critères de base, donc de face, de profil, de dos, mais comment on va leur présenter, c'est vraiment là où j'ai fait la différence. Donc, je suis vraiment arrivée avec ma touche propre, ma touche personnelle. Et c'est avec Robert Adjarov que vous avez vu tout ça? Alors, avec Robert, on a vu toute la partie physique. Ça veut dire vraiment avoir la masse graisseuse la plus basse possible et la définition musculaire. Et j'ai travaillé à côté tout le posing. On a l'impression, quand on vous voit, que c'est un défilé de Miss Beauté Noire ou Miss Univers. Vous le voyez ainsi ou pas? Ben, en fait, ça se ressemble hein, à quelques différences près. La taille, première chose. Il n'y a pas en fait de limite de taille, hein, d'accord, dans le bodybuilding en bikini ou autre.
Alors qu'effectivement, dans les compétitions de beauté, il y aura bien sûr une taille minimum à faire. Et à côté de ça, bien sûr, la définition musculaire, encore une fois, reste quand même un critère de prédilection pour les juges. Donc ça fait la différence entre les deux, mais n'empêche qu'il reste très glamour. C'est une discipline extrêmement primée, promotionnée dans le milieu du bodybuilding, où effectivement on fait, si vous voulez, le lien entre les concours de beauté propres et les concours de bodybuilding. On est vraiment le lien, j'appelle ça, entre les deux. Vous parlez de disciplines très primées. Il est certain qu'aux États-Unis et même en France, ça l'est. Mais pourquoi on n'en parle pas tant que ça dans la presse locale en Martinique? Je pense que c'est parce qu'il n'y en a pas encore assez de compétitions de ce type en Martinique et même dans la Caraïbe en termes surtout francophones. Euh, Même en Guadeloupe, pour le moment, il n'y en a pas encore. Plus il y aura en fait des compétitions, plus il y aura une éducation, on va dire, par rapport à ce type de sport. J'essaie pour ma part de donner un maximum quand je pars et quand je reviens, d'essayer de donner un maximum de détails sur quels sont les critères, quel est l'enjeu, quelle est la carte pro, qu'est-ce qu'on, voilà, comment on est réellement jugé dans cette discipline. Mais c'est vrai que sans avoir de compétition de ce type dans le département, c'est difficile réellement pour pouvoir communiquer dessus, certainement. C'est la raison pour laquelle vous avez des projets de partir bientôt pour justement briguer d'autres titres. C'est exactement cela. Il est important à un moment donné de savoir faire les bons choix, juste pour pouvoir promotionner sa carrière et en même temps pour avoir le meilleur environnement possible pour pouvoir avoir la première place et vraiment percer dans ce milieu. Je crois que je le fais parce que je sais que j'ai une carte à jouer. J'ai eu les conversations, bien sûr, avec les juges qui me donnent les bons conseils par rapport à mon positionnement dans ce milieu. Et à un moment, voilà, il faut se mettre dans les meilleures conditions pour pouvoir réussir. Alors concrètement, les prochaines étapes pour vous, c'est quoi précisément? Partir à Alors, Saint-Martin, vous m'avez dit que vous vouliez vous installer à Saint-Martin et après les États-Unis une fois que vous aurez votre green card. The Green Card. Ça fait partie de mes projets. Pour la petite histoire, c'est important aussi d'être dans une relation stable et dans une relation de bien-être total pour pouvoir développer en fait sa carrière. Et c'est dans ce sens-là vraiment pour moi que je fais aussi ce départ. Euh, oui, c'est important la green card dans le sens où pour pouvoir s'installer aux États-Unis et pour pouvoir poursuivre la carrière. Donc, je mets en place minutieusement toutes les étapes, y compris bien sûr sur la poursuite de la carte pro, puisque là j'ai réussi à passer ce qu'on appelle les qualifications pour pouvoir participer aux compétitions nationales maintenant. Donc, ça aussi, ça va faciliter le départ pour les États-Unis. Donc on rappelle que vous n'êtes pas encore professionnel, Souli, vous êtes débutante, c'est cela? Alors, je suis considérée NPC, ça veut dire c'est la ligue qui permet de passer pro aux États-Unis. Donc, je fais déjà partie de la ligue nationale NPC. Maintenant, il me faut passer une compétition nationale et terminer entre la première et la cinquième place pour avoir la fameuse carte professionnelle. Alors on vous pose sans nul doute souvent la question, hein, bon, c'est un petit peu récurrent dans votre quotidien. Quel regard portent les hommes et les femmes sur vous en général? Je sais pas, est-ce que vous faites pas peur à votre entourage? Le regard a changé avec les années puisque j'ai plus de recul maintenant par rapport aux années de pratique que j'ai. Et au début, il y avait effectivement ce regard un peu curieux en se disant, mais comment une femme fait du sport comme un homme en musculation? On était beaucoup plus habitués aux femmes dans la partie cardio, voilà, et juste voilà dans les cours collectifs. Mais la vérité, c'est qu'avec les années, ça a beaucoup changé. Et je crois que c'est grâce aux réseaux sociaux, l'impact que ça a eu sur
la participation des femmes en musculation maintenant, c'est incroyable. Et bien sûr, le regard des hommes a changé par rapport à ça, en particulier surtout celui des femmes. Et je suis souvent euh, Dragué félicitée. dans les rues, c'est ça? C'est surtout félicité parce que il y a une marque de respect en fait quand on reconnaît le travail parce que maintenant les gens s'intéressent un petit peu et ils savent ce qu'il y a derrière. Donc il y a beaucoup de marques de respect et ils viennent souvent me féliciter, pas seulement pour les résultats en compétition, mais aussi pour ce physique. Peut-on allier, Soli, féminité et athlète en bodybuilding quand on est une femme? Oui, je crois. Même je dirais même que c'était nécessaire. À un moment donné, on nous a habitués en tant que femmes souvent à être plus en retrait par rapport aux activités sportives de musculation, puisque c'était vu comme un sport d'homme. Il faut savoir que les femmes en musculation, c'est très récent, c'est des années 70. Donc, ça reste récent. Là où ça s'est totalement démocratisé, comme je le disais, c'est avec les années 2000, 2010, avec l'ouverture des réseaux. Donc, oui, enfin, pour moi, c'est très important de pouvoir donner cette image-là féminine à un sport qui a toujours été considéré comme masculin. C'est tout simple. Ça veut juste dire pour moi, euh, garder en fait, rester qui je suis, dans la partie, même dans le programme, dans le type de programme que je fais. Par exemple, il y a des parties que je ne veux pas développer outre mesure, juste Pourquoi? parce que pour garder ma féminité, en fait, parce qu'il y a de toute façon une différence entre les hommes et les femmes. On n'est pas égaux en termes de développement musculaire. Même si je voudrais développer des parties comme un homme, je n'aurais pas pu. Génétiquement, nous ne sommes pas égaux sur cela. Par contre, c'est vrai que par rapport à ma discipline et pour garder aussi ce côté très féminin, je vais développer des parties beaucoup plus que d'autres. Et c'est vraiment dans une dynamique de proportionnalité et de silhouette extrêmement féminine. Dans le domaine du bodybuilding, Soli Mazo, vous le savez, il est beaucoup question d'apport extérieur, notamment protéineux, etc., etc. On parle même de dopage. Est-ce que vous êtes sensibilisé sur ces questions-là? Totalement. C'est la première question qu'on nous pose. Hein. Vous êtes dopé? On est naturel ou pas? Donc la question c'est oui parce que C'était pas ma première question. Hein. ah non, parce que ça a été tellement décrié à l'époque, mais je crois que maintenant c'est moins tabou. Les athlètes ont tendance à parler naturellement de ce qu'ils prennent comme produit pour pouvoir développer leur masse musculaire ou pour pouvoir sécher. Il y a autant de diurétiques, que de produits qui vont aider en fait à gagner en masse. Donc je crois que les personnes en parlent. Maintenant, il est important de savoir que il n'est pas obligatoire de prendre des produits pour être en compétition et pour gagner. Je suis aujourd'hui vraiment naturelle. Maintenant, c'est vrai que la question se pose et on me l'a posée aussi et je me la pose aussi. Donc, à l'heure d'aujourd'hui, je sais que je suis en compétition avec que des méthodes naturelles. Est-ce que demain, je vais changer? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais effectivement, ça reste une question qui revient régulièrement dans la vie d'un athlète bodybuilder. Alors, quand on a discuté ensemble, je me suis dit, tiens, je vais essayer d'être bodybuilder, mais quelle est votre recette naturelle, Soli? La recette naturelle, déjà, c'est de bien dormir Ah, parce que les d'accord. muscles, Ça, c'est parce que loupé chez moi. Hein. J'en ouais, passe. non, parce que tout se passe pendant le sommeil. On a beau dire, nous on fait que le minimum, c'est le corps qui va faire tout le reste. Et il faut lui donner le repos pour qu'il puisse réellement se transformer.
et prendre voilà les formes qu'on veut. Donc c'est vraiment à contre-courant hein, parce qu'on aurait cru qu'il faut donner plus de temps au sport, il faut y aller chaque On jour. va se calmer là. Donc, si je dors 20 heures par jour, par nuit, je vais avoir un corps musclé. Je vais prendre Mais un là, exemple. Mais c'est vrai qu'avec deux programmes identiques, si un athlète dort, allez, 7 heures par nuit et l'autre va dormir à 2 ou 3 heures, le résultat sera totalement différent. mais l'apport nutritif, c'est quoi? Sur les apports, en fait, ça va réellement dépendre, en fait. Enfin, pour moi, Donc, vous mangez des bananes jaunes, des dachines. Dites-moi, c'est non. quoi le naturel? Le naturel, ça va vraiment se jouer autour des protéines, mais j'essaie de placer en termes de combien de protéines par jour. On a une base où on dit à 2 points le poids, la masse musculaire sèche. Oui, c'est de manière globale et normale, mais quand on est bodybuilder, facilement on va monter un peu plus parce que ça va dépendre du nombre d'heures d'entraînement par jour dans la semaine et aussi comment le corps récupère. Donc, c'est vraiment une science, mais qui dépend de soi réellement. Il n'y a pas de, de, de vraiment une stratégie pour tout le monde. Il faut vraiment adapter par rapport à soi. Et c'est pour ça que pour moi, qui suis, bon, je me considère pas végane, mais je sais que je ne mange pas en tout cas de viande, je suis obligée d'adapter hein, par rapport à mon système nutritionnel, comment je vais faire mon apport en protéines pour avoir réellement mes résultats sur scène. Je mets très peu de glucides. De toute façon, je déconseille de manière générale aux femmes de mettre trop de glucides après 40 ans, les choses de ce... Il vaut mieux vraiment réduire et travailler en portions. Donc ça aussi, ça aide beaucoup à faire la différence et à développer ce physique-là. Euh, le nombre de repas par jour aussi rentre en jeu. Donc, Combien? c'est toute une organisation. De manière générale, il faut quand même avoir 2 encas. Donc, en mangeant 3 fois par jour, petit déjeuner, midi et soir, avec 2 encas, donc ça fait à peu près 5 repas par jour, on a normalement des résultats intéressants. Donc, je vais dormir plus et je vais manger au moins 5 repas par jour, parce qu'en général, c'est à peu près un, mais bon, bref, je saute même les petits déjeuners. Mais c'est ça en fait. Et pourtant, c'est vraiment, comme je dis, le corps qui fait le travail. En mettant juste en place la structure, c'est impressionnant les résultats qu'on peut avoir. Et juste avec, je dis bien, le sport, c'est vraiment une petite partie. Hein. 1 heure par jour, ça peut faire une grande différence. Hein. Dites-moi, revenons sur votre carrière. Ça ne vous fait pas peur de vous confronter à l'élite internationale? Je dirais même que c'est ce qui me booste, c'est ce qui me motive. En voyant les résultats, très clairement, ça me motive. Je me dis, voilà, j'ai une première place, j'ai vraiment la faveur au niveau du jury, j'ai quelque chose à, voilà, une carte à jouer. Mais d'un autre côté, personnellement, quand je suis à mes entraînements, parce que je coach, quand je donne les conseils à mes élèves, quand je vois en fait ce qu'on est capable de faire avec très peu, j'ai envie de dire, parce qu'on n'est pas encore au niveau professionnel. Donc, avec très peu de moyens, ce qu'on est capable de faire, oui, ça m'intéresse beaucoup d'aller me confronter un petit peu à l'élite parce que je sais que ça fera une différence. Ne faudra-t-il pas passer par une forme de d'apport, peut-être même de dopage, pour arriver au niveau professionnel? Je crois qu'une fois que j'ai la carte professionnelle, là, ce sera une question réellement à laquelle il faudra, sur laquelle il faudra méditer pour être en compétition réellement et être au même niveau, j'ai envie de dire, que les autres. Vous parlez de méditation en préparant cette émission. Vous m'avez confié que la spiritualité était le centre de votre vie. Quelques précisions là-dessus? Ah, totalement. J'ai fait un changement de carrière parce que j'étais de formation professeur, 10 ans de professorat et j'ai vraiment reçu cet appel de vraiment suivre cette passion que j'ai eue. Et je crois que c'est pour moi la définition même de la spiritualité, c'est de suivre ce qu'on a vraiment au fond de soi, de son cœur, et de pouvoir l'exprimer par des décisions.
Donc, par des décisions claires que, voilà, qu'on reconnaît. Et la raison pour ma part a été réellement de donner ma vie vraiment à Christ et vraiment de suivre Jésus. Et ça a été pour moi un changement radical de vie. Et c'est à partir de là réellement que j'ai vu se transformer pas seulement mon physique, j'ai ouvert mon business par rapport à cela. Et jusqu'à aujourd'hui, je vois en fait l'évolution jusqu'où ça m'emmène en fait. Donc, ça a été vraiment un choix de foi que j'ai fait il y a quelques années. Et c'est pas en contradiction avec justement vos valeurs spirituelles. Jésus en bodybuilder, je sais pas, ça donne. Je crois que il a vraiment cette grâce de pouvoir toucher tous les milieux professionnels. Et je crois qu'il avait besoin de toucher aussi ce milieu. De manière générale, le sport est un socle pour la spiritualité. Beaucoup d'athlètes ont en général une forme de spiritualité avant d'entrer sur le ring, par exemple, ou avant de rentrer sur le stade. Pour ma part, il s'agit vraiment de montrer en fait ce physique, ce corps sur scène par rapport aux compétiteurs, mais aussi de montrer cette foi-là. La foi, elle se voit à travers le fait que d'être vraiment sorti des Antilles, en fait, de îles, et d'aller, comme vous dites si bien, en compétition avec les plus grands. Il y a vraiment, je crois que par la foi que nous faisons ce genre de Non, choses-là. pourquoi je vous pose la question? Parce que beaucoup par la foi se voilent, etc. Là, vous montrez, excusez-moi, je vais être un petit peu Oh, incorrect, vos fesses, votre j'aime. poitrine, votre corps, etc. Donc, je me pose la question. Alors, ça a été pour moi, c'est vrai, à un moment donné, un sujet de prière. Mais j'ai reçu, Montrer vos fesses, c'est chrétien. mais j'ai reçu totalement la grâce de le faire en sachant que c'est une discipline sportive. C'est vrai que l'objectif, vraiment ce qu'on va noter va être le physique. Bon, je prends un exemple. Lorsqu'on est sur un match de foot, on va noter bien sûr le nombre de points par rapport à l'équipe adverse et c'est ça qui va faire qu'on sait qui gagne ou pas. Ici, c'est notre physique. Donc, c'est vraiment pour les besoins du jury et de la discipline elle-même que nous mettons en avant le physique. C'est vrai qu'il est joli, c'est vrai qu'on voit des formes, mais ça reste en fait un critère uniquement de sélection de manière à pouvoir avoir une note qui va finalement déterminer qui gagne. Et c'est pour cela que même les maillots qu'on va utiliser seront vraiment de compétition. Il y a des maillots qui touchent les 3 000, 4 000 euros, le maillot. Donc là, encore une fois, ça reste dans euh, totalement ancré dans la discipline. Et c'est dans ce sens-là vraiment que c'est en accord avec ma foi, parce qu'en gagnant à ce niveau-là, je peux réellement dire que c'est vraiment par la foi. Vous vous en sortez bien, Soli. En revanche, une question. Puisqu'on parle justement d'argent, combien gagne-t-on quand on est athlète dans ce domaine, dans cette discipline de bodybuilding? Alors, tout se passe au niveau des contrats de publicitaires que l'on met en place, en fait, une fois qu'on est professionnel. Alors, pour bien expliquer, en passant pro, nous avons accès, en fait, à des compétitions professionnelles. Des compétitions professionnelles donnent droit à des prix en dollars, bien sûr. Ça dépend des compétitions, plus ou moins. En sachant bien sûr que les compétitions où on gagne le plus, ce sont les compétitions de type Olympia. Mais il y a un cachet à la fin, effectivement, de chaque compétition. À côté de cela, parce que c'est pas vraiment j'ai envie de dire le salaire du bodybuilder, ce qui va vraiment enclencher, on va dire, les finances et le business, et c'est vraiment les contrats publicitaires et tous les contrats qui se font autour du bodybuilding. Pour faire simple, lorsqu'on a une compétition, par exemple, une compétition de bodybuilding ne se passe jamais seule. À côté de la compétition, ou tout autour, j'ai envie de dire, il y a le salon qui va avec la compétition. Ça veut tout dire. Le salon, en fait, est vraiment l'élément où tous les partenaires de la compétition vont pouvoir être positionnés et positionner aussi leurs athlètes partenaires
qu'ils auront finalement rémunéré par rapport à cela. Donc, c'est vraiment un business qui est fait pour s'auto-alimenter et effectivement, ça génère beaucoup de revenus, c'est vrai. Mais j'ai entendu, hein, mais bon, tout cela me donne pas un prix. Hein. Globalement, ça va de combien à combien? Vous touchez pas 100 euros quand vous faites une compétition. Non, il y a 10 000 euros facilement. Il y a des voitures à gagner. Les voitures sont aussi, bon, le montant de plus de 50 000 euros. Dans les endorsements, ils ne diront jamais réellement de combien est, mais je sais qu'il y a quand même quelques zéros derrière. Par exemple, quand vous avez gagné votre prix à Orlando, vous avez touché combien? Pour le moment, je n'ai pas encore touché à Orlando parce que je suis encore dans la partie en train de devenir pro. Tant que je ne suis pas passée dans la partie professionnelle, là, les financements arrivent. C'est vraiment cette carte, d'où l'intérêt, en fait, réellement aussi de passer professionnel, d'avoir la Alors, carte pro. Solimazo, on arrive au terme de cette entrevue. Euh, Quelles sont les prochaines étapes pour vous? Quand est-ce que vous allez quitter la Martinique? Concrètement, comment ça va se passer? Et je crois que vous avez une compétition, donc c'est le mois d'août, hein, c'est ça, 2023, qui est votre objectif. Mais entre-temps, qu'est-ce qui se passe? Alors, il y a plusieurs étapes. Donc, la première, c'est de repartir en préparation. Donc là, je recommence ma préparation pour la prochaine compétition, qui reste une compétition, j'ai envie de dire, de préparation. C'est encore pour préparer le physique en août pour la compétition où je vais aller disputer ma carte professionnelle. Et ça sera en fin d'année. Entre-temps, il y a un départ qui est prévu dans quelques mois. Donc, ça sera dans tout ce circuit, dans tout le parcours, de manière à pouvoir me positionner convenablement pour la suite, pour les États-Unis. Vous allez changer de coach, notamment? Oui, de manière à mettre toutes les options de mon côté parce que j'ai décidé d'avoir un coach américain qui est déjà sur place à Miami et qui pourra effectivement venir avec moi dans les compétitions, m'accompagner aussi sur l'obtention de la carte professionnelle. Solimazo, je vous remercie d'avoir répondu à nos questions et je vous souhaite bonne chance pour la suite. Merci. Merci.